Merci de vous être connectés aussi nombreux pour ce moment d'échange autour du passeport de prévention. On peut peut-être passer à la slide suivante et se présenter. Je vais commencer tout de suite. Donc, je suis Anne-Laure Chevron, je suis à la direction de la formation professionnelle à la Caisse des dépôts et je suis accompagnée de Laure. Je te laisse te présenter. Merci, bonjour à tous. Je suis Laure Desrouville, la chef de projet du passeport de prévention pour la Direction générale du travail. Puisque donc ce projet est porté par le ministère du Travail en lien avec la Caisse des dépôts qui le développe. Peut-être, excuse-moi. Et en tant que modératrice, donc Tiffany Lemarchand, je travaille également à la Caisse des dépôts et donc je serai là pour répondre à vos questions soit directement dans le chat, soit les remonter à Laure et Laure lors de leur intervention. Merci Tiffany. On commence tout de suite. Voilà, Laure, je te laisse prendre la parole. Merci. Donc, pour commencer cette présentation, je voulais revenir un peu avec vous sur le contexte dans lequel s'inscrit le passeport de prévention, puisque à l'origine, c'est un outil qui a été pensé par les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et qui a ensuite été retranscrit dans la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Et donc les partenaires sociaux ont souhaité, créer un outil qui puisse, permettre d'améliorer la gestion des formations en santé sécurité au travail, et permettre d'améliorer aussi la prévention des risques professionnels, en s'appuyant sur le levier de la formation. Parce que si on resitue un petit peu le contexte, en 2021, il y a eu, un peu plus de 650 000 accidents du travail dans l'année, et un peu plus de 600 accidents du travail. Donc on est sur des chiffres, encore assez importants et on sait que la formation permet d'éviter des accidents du travail, permet d'éviter, des maladies professionnelles et donc c'est, dans ce contexte-là de forte accidentologie au travail que les partenaires sociaux ont pensé au passeport de prévention, pour, éviter, de renouveler des formations qui seraient redondantes, et donc pour, mieux former les travailleurs en santé sécurité au travail. Donc le passeport de prévention, c'est une, plateforme, numérique, qui est, gérée par la Caisse des dépôts et qui va permettre, la déclaration du parcours de formation des salariés, tant par les organismes de formation, que, les employeurs et puis, éventuellement les titulaires, s'ils le souhaitent. Je vous propose maintenant qu'on puisse, revenir un peu plus sur les objectifs de cet outil, même si j'en ai déjà cité quelques-uns. Mais donc, évidemment, le premier objectif, du passeport de prévention, c'est de pouvoir favoriser la formation en santé sécurité au travail. Donc pour améliorer la prévention des risques, améliorer, la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et dans cet objectif de, maintenir les connaissances et les compétences des salariés à jour en santé sécurité au travail. Cet objectif, il a un corollaire, celui, de, renforcer la responsabilité de l'employeur dans son obligation générale de formation en santé sécurité au travail. Et pour, permettre de répondre à cet objectif, il faut pouvoir, permettre à l'employeur de s'assurer que chacun de ses salariés a été suffisamment formé pour occuper son poste de travail. Et ce qui va faire le lien avec le troisième objectif, celui, de pouvoir, rassembler l'ensemble des attestations de formation, les certificats, les diplômes qui ont été obtenus par le salarié en matière de santé sécurité au travail. Donc ici, on est vraiment sur un objectif de traçabilité du parcours de formation, du salarié et c'est ce qui va permettre, là aussi de pouvoir mieux, optimiser la gestion de ces formations pour l'employeur, et donc voilà, si on reprend un petit peu la phrase schématique, qui est un peu le fil conducteur, de l'outil pensé par les partenaires sociaux, c'est vraiment grâce au passeport de prévention, d'éviter de renouveler des formations qui seraient, redondantes car toujours en cours de validité, pour, ne renouveler que les formations qui sont nécessaires. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur, les formations qui ont été suivies antérieurement par le salarié, dans d'autres entreprises, pour, seulement, on va dire, compléter, les manques, dans le parcours de formation pour, le nouveau poste. Et ce 3e objectif de traçabilité a là, lui aussi un corollaire, c'est celui de, pouvoir, valoriser le parcours,
professionnelle et de formation du salarié, de pouvoir améliorer son employabilité et puis également, de pouvoir améliorer la qualité du contenu des formations en santé sécurité au travail. Je vais reprendre la parole pour vous présenter les 3 principaux acteurs qui sont touchés par ce passeport de prévention. Les 3 acteurs interviennent donc tous sur le passeport de prévention, mais ils y accèdent de manière différente, même s'ils s'y retrouvent tous. Vous avez donc l'organisme de formation qui lui va déclarer les formations en santé sécurité au travail qui sont éligibles au passeport de prévention. L'employeur qui peut former directement et surtout qui doit vérifier la conformité des déclarations effectuées par l'organisme de formation, et à droite, le travailleur qui, lui, détient le passeport de prévention. Les 3 acteurs ont un rôle qui peuvent être quelquefois identiques selon les situations rencontrées. On va revenir sur l'organisme de formation. Il a essentiellement donc une fonction de déclaration. Donc l'employeur lui confie la mission de former en santé sécurité au travail ses salariés. L'organisme de formation doit alors déclarer les formations effectuées dans ce domaine. Et depuis le 28 avril dernier, le portail est ouvert pour les organismes de formation via NetEntreprise ou un portail dédié avec un accès direct qui leur est propre, où ils peuvent faire la déclaration en ligne. Depuis le 1er septembre, les déclarations sont obligatoires pour les organismes de formation. C'est vraiment aujourd'hui le seul accès qui est ouvert pour le passeport de prévention. Les accès, on va y revenir plus tard, mais les accès employeurs et travailleurs seront ouverts ultérieurement. L'employeur, lui, il a un rôle beaucoup plus complet, beaucoup plus large. Il va d'abord il a la possibilité de vérifier la conformité des déclarations qu'a réalisées l'organisme de formation. C'est l'employeur qui est responsable de la santé et sécurité au travail de ses collaborateurs, et par là même, il doit vérifier la déclaration des organismes de formation à qui il a confié cette formation en santé et sécurité au travail. Il peut également être amené à déclarer lui-même les formations en santé et sécurité au travail, s'il les réalise lui-même, s'il ne les délègue pas à un organisme de formation. C'est notamment le cas dans des entreprises qui disposent de leur propre outil de formation en interne. Et puis, il va pouvoir avoir accès à de nombreuses fonctionnalités qui vont s'ouvrir au fur et à mesure de la construction de ce passeport, et notamment lui permettant de visualiser les compétences de ses salariés. Tout va être réuni sur ce même passeport qui va pouvoir vraiment permettre à l'employeur d'optimiser la formation en santé et sécurité au travail et réunir toutes ces informations-là dans un passeport digital. Le passeport a vraiment la vocation à alléger les obligations en formation suivi des formations en santé et sécurité au travail pour les employeurs. Et on reviendra plus tard sur les périodes d'ouverture pour les employeurs. Pour le travailleur, donc lui, c'est l'acteur vraiment essentiel de ce passeport de prévention. C'est lui le principal bénéficiaire. Lui, il va y accéder de manière différente. Il va y accéder via son compte personnel de formation. Donc, au sein de son CPF, il va avoir un onglet spécifique pour le passeport de prévention. Et même si lui-même n'a pas encore activé son CPF, le passeport existe malgré tout. Donc ça sera vraiment important dans les futures étapes. Donc il pourra donc bien évidemment consulter son passeport de prévention, mais il pourra surtout le mettre en visibilité de son employeur ou d'éventuels recruteurs pour lui démontrer les compétences, les formations qu'il détient et qui lui permettent de viser le métier qu'il aura, pour lequel il postulera. Tous les travailleurs sont concernés, qu'ils soient fonctionnaires ou de salariés de droit privé. Donc ça, c'est très, très important. Vraiment, ça s'applique à l'entièreté du Code du travail. On peut passer à la slide suivante. Laure, je te laisse la parole. Merci. Ici, on voulait rentrer un peu plus sur le cœur du passeport de prévention en vous parlant des formations en santé et sécurité au travail qui
qui peuvent être déclarés dans le passeport de prévention. En effet, au regard de la diversité des formations qui existent, de par, les secteurs d'activité des entreprises, leur mode d'organisation, ou les risques professionnels qui sont présents, il est impossible, d'établir, une liste, exhaustive de l'ensemble des formations qui existent en matière de santé sécurité au travail. Mais on peut réfléchir par grandes catégories et on vous propose, de vous présenter ces grandes catégories parce que c'est assez structurant, pour le projet. On aura, l'occasion d'y revenir un peu plus tard. On va avoir, des typologies selon le degré d'encadrement de ces formations par, une réglementation quelle qu'elle soit, que ce soit le code du travail, le code rural ou le code des transports, par exemple. Donc dans la première catégorie de formation, on va retrouver l'ensemble des formations qui sont, rendues obligatoires par une réglementation et qui sont encadrées par celle-ci sur l'ensemble des aspects de cette formation, que ce soit l'objectif, le contenu, les modalités d'évaluation, de renouvellement aussi. Et donc on aura plutôt ici des formations pour des risques assez accidentogènes, par exemple les formations en matière d'amiante, de rayonnement ionisant ou encore de risques, hyperbares. En deuxième catégorie de formation, on va retrouver les formations qui sont, rendues obligatoires par une réglementation, mais celle-ci va seulement venir fixer un objectif, pour cette formation et ce sont aussi des formations qui sont des préalables, nécessaires pour que l'employeur puisse, délivrer une autorisation, d'occuper un poste ou une habilitation d'occuper le poste. Ici, on aura plutôt, les formations en matière de risques électriques, de risques pyrotechniques ou encore, les formations à la conduite d'engins comme, les CACES. En troisième catégorie de formation, on aura l'ensemble des formations qui sont, là aussi rendues obligatoires par, une réglementation, mais avec seulement un objectif, fixé par celle-ci et l'employeur est libre, ensuite, de fixer l'ensemble des autres aspects pour que cela, puisse s'adapter le plus possible, même que cela puisse s'adapter tout court, à ses spécificités, au secteur d'activité, à l'organisation du travail dans l'entreprise, et aux risques, professionnels. Donc on aura ici plutôt, des formations en matière de risques chimiques, de bruit, de vibrations mécaniques, de risques biologiques, ou encore, en matière de sauvetage secourisme, au travail. Et en dernière catégorie de, formation, on retrouvera celles qui ne sont pas, encadrées, qui ne sont pas, prévues, par, une réglementation, mais qui répondent à l'obligation générale de formation de l'employeur. Et donc on aura ici plutôt les formations en matière de troubles musculo-squelettiques, de risques psychosociaux, pardon, et aussi de risques routiers. Et maintenant qu'on a vu, ces grandes typologies de formations en santé sécurité au travail, on vous propose, d'aller encore un peu plus loin, concernant le passeport de prévention, puisque, des critères ont été fixés, des critères d'éligibilité pour, déclarer les formations ont été fixés, tant par la loi que par les partenaires sociaux qui sont encore, très actifs, dans, la fixation des modalités de mise en œuvre du projet. Et donc, on vous propose de les parcourir, sachant qu'on a un simulateur qui est à votre disposition et qui reprend l'ensemble de ces critères. Donc vous pourrez, aussi, aller, voir avec ce simulateur. Le premier critère, c'est celui du champ de la formation qui doit concerner la santé et la sécurité au travail. Donc ça rejoint, les catégories, qu'on a vues précédemment, et donc ce qui est vraiment le cœur du passeport de prévention, ce sont vraiment les formations à la prévention des risques pour les salariés sur leur poste de travail. Donc d'où le lien avec, la slide, précédente. Ensuite, le deuxième critère, c'est celui, du cadre dans lequel, est suivie cette formation. Ce qui compte, c'est que, les formations à déclarer soient celles qui sont, suivies par le salarié dans le cadre de son entreprise, dans le cadre de son poste, à la demande de son employeur. Ensuite, on a un critère qui est matériel, un qui est fixé par la loi. La formation doit donner lieu à un justificatif, soit de présence ou alors un justificatif de réussite à une évaluation s'il y en a eu une. Et donc quel que soit l'intitulé de ces justificatifs, ça peut être, une attestation de formation, une attestation de présence, un certificat, un diplôme, une attestation, de compétences aussi. Donc voilà, on sait qu'on a des intitulés variés, mais en tout cas, il faut bien cette preuve matérielle du bon suivi de la formation par le salarié. Et enfin, le dernier critère qui est peut-être, celui le plus important, c'est celui, de la
du contenu de cette formation qui peut être transférable dans une autre entreprise. Donc, il y a des compétences qui peuvent être utiles, mobilisables sur un autre poste de travail dans une autre entreprise. Et c'est ce critère-là qui fait le lien avec l'un des objectifs qu'on a vu précédemment, celui de permettre à un employeur de mieux gérer la vie des formations qu'il délivre à ses salariés et d'éviter de renouveler des formations qui seraient redondantes, donc de permettre à l'employeur de s'appuyer sur le parcours antérieur de formation du salarié. Et on vous propose maintenant de vous donner plus d'éléments de calendrier. Oui. Donc, dans cette slide, vous avez donc un chronogramme qui retrace tout le processus réglementaire et législatif qui s'étend de 2020 à 2022. Mais comme cela vous avait été dit au démarrage, c'est quand même un processus qui est même antérieur à ces textes réglementaires, puisque le passeport de prévention est issu vraiment du dialogue des partenaires sociaux dès 2020. Donc, si on revient sur cette slide, vous avez donc les différentes étapes d'ouverture du passeport de prévention aux acteurs que nous avons présentés précédemment. Et donc, comme nous l'avons vu, le portail est ouvert aujourd'hui pour les organismes de formation depuis quelques mois, depuis le 28 avril dernier. Les organismes de formation ont donc déjà commencé à déclarer depuis le 28 avril. Et puis, depuis le 1er septembre, ils ont l'obligation de déclarer. Pour votre parfaite information, puis pour partager un petit peu avec vous des données un petit peu structurantes. On a aujourd'hui à peu près 15 000 formations qui ont été déclarées déjà sur le passeport de prévention par environ 2000 organismes de formation. Donc, on voit bien que ça commence, que les organismes de formation ont commencé à prendre vraiment bien en main l'outil. Pour reprendre ma ligne chronologique, à la suite de cette ouverture dans la période transitoire des organismes de formation, il y a eu un décret important au 1er août qui a permis de détailler les formations éligibles. Il détaille aussi la déclaration qui est à effectuer. Donc là, ça structure bien pour la partie organisme de formation. Et puis vient une étape très importante qui est très attendue, c'est l'ouverture du portail aux employeurs. Celle-ci donc interviendra à partir du 16 mars prochain. Les employeurs vont pouvoir du coup accéder de la même façon que les organismes de formation, donc soit via Net Entreprise, au passeport de prévention. Il y a aussi une autre étape qui est extrêmement attendue sur l'année 2026, qui est attendue aussi bien par vous, employeurs, que par les organismes de formation, c'est l'import en masse. L'import en masse, donc prévu sur le mois de juillet, le 9 juillet, elle va permettre aux organismes de formation de déclarer jusqu'à 500 stagiaires en même temps. Nos services techniques vont proposer dès le début de l'année, pour les organismes de formation qui le souhaitent, de pouvoir tester cet import en masse qui va s'effectuer via le transfert d'un fichier CSV. Et puis, à la toute fin 2026, le passeport de prévention sera ouvert aux travailleurs. Donc, les travailleurs pourront accéder de manière différente, comme cela vous a été dit, donc différente des organismes de formation et des employeurs, puisque eux vont y accéder via leur compte personnel de formation, avec cet onglet spécifique dont je vous ai déjà parlé, et pourront donc aussi, à partir de fin 2026, pourront mettre en visibilité de leur employeur et de leurs futurs recruteurs. Pour les 3 acteurs, il y a une période de transition, d'appropriation de l'outil, avec l'ouverture au fur et à mesure de fonctionnalités qui vont être déployées. Donc l'import en masse dont je viens de vous parler, mais il y a aussi toute la partie de production de tableaux de bord qui vont être, je pense, très intéressants et très importants pour des employeurs, notamment ceux qui ne disposent pas de services RH très structurés. Avec la Direction générale du travail, on a vraiment à cœur de vous permettre une bonne prise en main, et donc pour tout nouvel utilisateur, on a prévu des tests. Alors, on l'a fait bien évidemment avec les organismes de formation, mais ce sera proposé également auprès des employeurs et puis auprès des titulaires.
excuse-moi, j'avais une autre idée que j'ai oubliée, mais c'est pas grave. Du coup, je reviendrai dessus plus tard. Laure, je te laisse. Nancy, peut-être. Je vous coupe. Oui. Je me permets de te couper, Anne-Laure, parce qu'il y a une question et je n'ai pas encore répondu. C'est où trouver la liste des formations éligibles? Alors, c'est ce que je vous disais juste avant. On n'a pas de liste exhaustive qui existe pour les raisons que j'évoquais précédemment. Toutefois, donc, on a ce simulateur qui est à votre disposition et on le verra aussi un peu plus tard dans la présentation. On met à votre disposition un ensemble d'outils d'accompagnement et notamment des exemples de formations qui sont éligibles si évidemment elles répondent aux critères qu'on a évoqués tout à l'heure. Et on aura aussi l'occasion peut-être d'en reparler après. On va bientôt mettre à votre disposition des exemples de déclarations pour certaines formations assez emblématiques. Je pense par exemple aux sauveteurs secouristes du travail, aux formations en échafaudage, et donc pour lesquelles on a mené des travaux avec l'INRS pour vous accompagner aussi dans les démarches de déclaration. Là, ce qui est important, c'est qu'effectivement, comme on le voit sur cette diapositive, on voit bien que c'est un travail long. Comme j'ai pu vous le dire, c'est des réflexions qui datent depuis 2020. L'ouverture, elle s'est faite en 2025. L'idée pour nous, c'est vraiment de construire avec vous, de construire avec tous les acteurs qui sont concernés. La volonté de la Direction générale du travail et comme de la Caisse des dépôts est vraiment de travailler en étroite collaboration avec chaque utilisateur pour vraiment permettre aussi le développement des fonctionnalités qui vous sont utiles. Ça, c'est vraiment très, très important. Et que ce soit des simulateurs comme on vient de parler, l'import en masse, on réfléchit, on veut réfléchir avec vous sur l'outil qui est le plus adapté. Et notre volonté n'était pas de vous donner aussi un outil clé en main tout de suite, mais vraiment de construire par étapes. Je me permets de te couper une deuxième fois, pardon. Il y a une autre question. L'employeur pourra-t-il importer facilement les informations internes issues sur SIRH, par exemple? Alors, ces liens avec différents développeurs de logiciels sera travaillé. Alors, est-ce que précisément sur celui-ci, je ne peux pas vous dire, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on puisse livrer sur 2026 assez rapidement le passeport à tous les utilisateurs et que c'est le pan entre différents outils qui peuvent déjà exister soient créés dans un temps futur. Une autre question. Par défaut, les formations des salariés ne seront pas visibles par l'entreprise. Il faudra donc demander aux salariés de bien vouloir les rendre visibles. Alors en fait, en tant qu'employeur, vous aurez accès évidemment aux formations, enfin aux déclarations plutôt des formations qui ont été dispensées par des organismes de formation pour votre compte. Donc ça, vous y aurez bien accès évidemment. Et ensuite, en effet, pour avoir accès au parcours antérieur de formation du salarié, il faudra lui demander de vous partager son passeport de prévention. Et donc ce sera une possibilité donc à partir de l'ouverture de l'espace travailleur, donc à partir de la fin de l'année 2026. Pour l'instant, il n'y a pas de question où j'y ai répondu directement. D'accord, ok. Tu peux y aller là. On vous propose ici de revenir un petit peu sur le calendrier, puis ça permettra de répondre à une question sur l'historique des formations. Donc vous revoyez ici les grandes étapes, enfin certaines en tout cas des grandes étapes avec l'ouverture aux organismes de formation le 28 avril dernier, le début de la déclaration obligatoire pour les organismes de formation depuis le 1er septembre dernier, puis l'ouverture aux employeurs le 16 mars prochain. Et donc, l'objectif de cette diapositive, c'est de vous indiquer qu'il n'y a pas de reprise d'antériorité pour les formations qui sont antérieures au début de la déclaration obligatoire, d'une part pour les organismes de formation à partir du 1er septembre, et puis pour les employeurs avant la date du 16 mars 2026.
Donc les formations, qui sont à déclarer sont bien celles qui sont, soit terminées après la date, du, 1er septembre 2025 pour les organismes de formation, ou, après, la date du 16 mars, pour, les employeurs. Du coup, dans cette, période entre le 28 avril 2025 et puis, le 1er septembre, ça a vraiment été une période de prise en main pour les organismes de formation. Ils pouvaient, s'ils le souhaitaient, déclarer des formations pour tester l'outil, mais en tout cas, il n'y avait pas d'obligation de déclaration, durant cette période. Et de même pour les employeurs, il sera aussi possible s'ils le souhaitent, de pouvoir déclarer des formations qui seraient antérieures au 16 mars, 2026. Il n'y aura pas de blocage, dans l'outil, mais en tout cas le début de la déclaration, de manière obligatoire pour eux, débutera à partir, du, 16 mars, prochain. Sachant que, on sera dans une période transitoire, dans un premier temps où le périmètre des formations sera restreint. On se concentrera sur, les 2 premières catégories de formation dont on a parlé tout à l'heure et les délais de déclaration seront allongés, ils seront au maximum d'1 an, pour les employeurs et il y a un dispositif, un petit peu similaire pour les organismes de formation, là aussi, depuis le 1er septembre, 2025. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours, déclarer des formations qui sont antérieures, à la date d'ouverture du passeport de prévention, si elles ont un intérêt, peut-être parce qu'elles sont encore en cours de validité. Et puis les travailleurs, eux aussi, s'ils le souhaitent, pourront déclarer des formations qui seront, toujours en cours de, validité. Je me permets de te couper, Laure, par rapport à une question. Est-ce légal de demander l'accès au passeport de prévention du salarié? Oui, tout à fait, c'est bien prévu par la loi, enfin, en tout cas, la loi prévoit bien que le travailleur, peut partager son passeport de prévention avec son employeur s'il le souhaite, donc vous pouvez tout à fait, demander à votre salarié de vous partager son passeport de prévention. Mais sachant que cette fonctionnalité ne sera donc possible, qu'à partir du moment où l'espace, des travailleurs, sera, accessible, donc à la fin de l'année, 2026. C'est pour nous, je pense vraiment le moment où le passeport de prévention va prendre vraiment toute sa dimension, tout son intérêt. C'est le moment où le travailleur va pouvoir, au moment notamment de la mobilité professionnelle, aller voir un recruteur et lui dire: mais moi je dispose de telle compétence, moi je dispose de telle habilitation, et le mettre en visibilité de son recruteur. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là que employeur comme titulaire, vous allez y retrouver vraiment un intérêt de fiabiliser, de sécuriser, de vous conforter dans vos choix de recrutement. Et une dernière question, pardon. Que se passe-t-il si l'employeur ne déclare pas les formations? Alors il y a, les dispositions, du code du travail qui prévoient, qui créent plutôt le passeport de prévention et l'obligation de déclaration des formations, tant par les organismes de formation que les employeurs, est située dans, la partie sur, la formation en santé sécurité au travail et cette partie-là, dans le code du travail est passible de sanctions pénales. Alors je préfère nuancer tout de suite, cet aspect-là puisque ce qui compte, évidemment en premier lieu, c'est la dispense de la formation, plus que, le renseignement du passeport de prévention. Mais, en théorie, on pourrait avoir des sanctions attachées, à une absence de déclaration dans le passeport de prévention par un employeur. Mais là aussi, voilà, je préfère, nuancer. Dans les faits, je suis pas certaine, qu'il y ait des sanctions, qui, puissent être possibles, sachant que la sanction prévue est un procès-verbal. Donc, on imagine mal avoir un procès-verbal pour une absence de déclaration dans le passeport de prévention. Donc, quelles sont les informations nécessaires pour déclarer une formation? Là, on a fait le choix de vous donner ces informations assez précises lors de ce webinaire, parce que effectivement, vous, en tant qu'employeur, normalement, ce n'est pas de votre ressort de faire la déclaration des formations. Cependant, s'il y a un défaut d'organisme de formation ou si vous-même, vous êtes formateur, on l'a vu tout à l'heure, dans le cadre d'un organisme de formation interne à l'entreprise, vous pouvez être amené à déclarer. Et dans ce cas-là,
vous avez besoin de certaines informations. Donc le NIR, hein, le numéro de sécurité sociale, associé au nom de naissance. Donc ça, c'est très important. On a beaucoup de retours. Laure, il reviendra tout à l'heure sur le NIR et l'obligation d'utiliser cette donnée sensible. Je te laisserai Laure de peut-être expliquer tout à l'heure pour quelles raisons ça a été choisi. Les dates de la formation et de validité si nécessaire, et l'intitulé de la formation. Sachez que lors de la déclaration par les organismes de formation, là, il y a d'autres informations qui sont à déclarer, comme les compétences transférables et le domaine et la spécialité de la formation. Mais ces informations sont optionnelles pour l'employeur. Et comme on vous le dit normalement, donc c'est à l'organisme de formation de faire la déclaration, et on vous conseille, afin de maximiser ou plutôt d'éviter le défaut d'un organisme de formation, on vous conseille de bien contractualiser avec l'organisme de formation cette obligation pour lui de le faire. Donc au moment où vous passez vos contrats avec un organisme de formation qui est en charge de la formation en santé et sécurité de travail de vos collaborateurs, on vous conseille fortement d'y associer une nouvelle clause qui obligera l'organisme de formation à bien déclarer pour votre compte cette formation qui a été réalisée. J'ai 2 questions pour vous. Une première, que peut-on faire quand certains salariés ne veulent pas être formés ou pas formés à cause du turnover? Alors vous pouvez leur rappeler que vous, en tant qu'employeur, vous avez, l'obligation de former vos salariés, enfin de les former, pour assurer leur sécurité. Hem, c'est déjà une première étape, et sachant qu'évidemment il y a il y a cette réponse à cette obligation, mais le plus important, c'est aussi, de permettre grâce à la formation qu'ils puissent, travailler en sécurité. On sait qu'il y a un nombre important, d'accidents du travail qui pourraient être évités, si, il y avait eu, une formation. Donc c'est des éléments aussi que vous pouvez rappeler à vos salariés, que ces formations-là, permet aussi d'assurer leur sécurité, d'adopter les bons gestes, professionnels, pour, éviter des accidents du travail. L'employeur qui forme un interne doit-il obligatoirement disposer d'un numéro d'agrément pour déclarer? Alors, oui, oui et non, en fait, c'est dans votre espace employeur, vous avez la possibilité de faire la déclaration. Et une Peut-être dernière pour compléter, en fait, vous aurez, besoin d'un numéro, d'agrément, si vous êtes, constitué en tant qu'organisme de formation interne, et donc que vous avez, aussi, des formations qui sont délivrées pour, des salariés en externe. Par exemple, je pense, à des intérimaires. Mais par contre, si vous formez, seulement vos effectifs, et plutôt dans des petites structures, que vous n'avez pas, un organisme de formation interne à votre structure. À ce moment-là, vous n'avez pas de numéro, d'agrément, comme organisme de formation, donc vous n'avez pas besoin de disposer de ce numéro pour, déclarer les formations que vous dispensez, en interne à vos salariés. Et une dernière question, existe-t-il une condition d'effectif? Non, la loi, prévoit bien que le passeport de prévention est accessible à tous les travailleurs et à toutes les entreprises. L'objectif, c'est vrai que je l'ai peut-être pas précisé, mais cet outil a aussi été pensé en premier lieu pour les TPE-PME, qui peuvent avoir, plus de difficultés, à suivre les, formations qui sont dispensées à leurs salariés, et qui peuvent aussi, avoir des difficultés, en termes de dispense de formation. Et donc l'objectif, de cet outil, c'était aussi en premier lieu pour elles, pour permettre, de les aider à mieux gérer leur formation. Une dernière question, qu'en est-il du salarié qui refuse l'accès à son passeport? Alors on a il y a peut-être 2 éléments de réponse. Le 1er, c'est que, voilà, la loi prévoit que, c'est, ça fait partie, de l'action du salarié de permettre le partage de son passeport, à son employeur. Les partenaires sociaux ici, n'ont pas souhaité, que le partage soit fait de manière automatique, à l'employeur. Ils voulaient préserver, cette, autorisation de partage par le salarié.
Mais de notre côté, enfin en tout cas en respectant évidemment le RGPD, on facilite l'accès au passeport de prévention par l'employeur. Et évidemment, au moment où on préparera l'ouverture du passeport de prévention aux travailleurs, on accompagnera bien les travailleurs sur l'intérêt pour eux aussi de partager leur passeport de prévention, ce qui leur évitera de suivre une formation qu'ils ont déjà suivie peut-être quelques mois juste avant. Donc, voilà, on insistera évidemment bien sur ces éléments. Et le deuxième élément de réponse, pour bien vous expliquer le fonctionnement du dispositif, c'est donc que chaque espace de déclaration est distinct. L'espace de déclaration de l'organisme de formation, celui de l'employeur et puis l'espace du travailleur. Et donc, c'est bien les espaces de déclaration des organismes de formation et des employeurs qui alimentent le passeport du travailleur. Et donc, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, si des formations sont déclarées par un organisme de formation pour le compte d'un employeur, celui-ci aura évidemment la visibilité sur ces déclarations-là. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont posées, par exemple sur le NIR. Je vous propose d'avancer parce qu'il y a peut-être que les slides suivants vont pouvoir répondre à vos questions et je reprendrai les questions qui restent à la fin. Merci Tiffany. Alors sur le numéro de sécurité sociale, donc c'est la clé d'identification du travailleur. On sait que c'est une donnée sensible qui jusqu'à présent n'était pas manipulée par les organismes de formation, mais c'est la seule donnée qui nous permet d'identifier de manière fiable et certaine le travailleur qui a été formé par le bon organisme de formation et puis en lien avec l'employeur qui a sollicité la formation. Donc ce numéro de sécurité sociale, évidemment, est possible, en tout cas pour les organismes de formation, d'être collecté. On a prévu dans un décret l'autorisation pour les organismes de formation de collecter et de manipuler cette donnée pour pouvoir renseigner le passeport de prévention. Et donc, ceci permet aux organismes de formation de pouvoir récupérer le numéro de sécurité sociale auprès des travailleurs ou des employeurs. Et on sait que ce point voilà, est nouveau, donc qu'il donne lieu à beaucoup de questions. Et donc là aussi, on devrait prochainement pouvoir mettre à votre disposition sur notre site d'information davantage d'éléments d'accompagnement sur les modalités de collecte et de conservation de cette donnée. Il nous reste peu de temps pour la fin de la... Je vais essayer d'aller assez vite. Dans cette slide, l'idée, c'est dès à présent, même si vous l'avez bien compris, l'ouverture côté employeur, elle se fera à partir du 16 mars. Mais dès maintenant, on peut partager avec vous des éléments de vérification des déclarations faites par les organismes de formation. Cette vérification, elle est optionnelle, hein, elle n'est pas obligatoire. Et comme pour l'import en masse, l'employeur va pouvoir vérifier en masse. Donc, il va pouvoir le faire par déclaration ou par stagiaire. Il aura une visibilité de la liste des stagiaires par déclaration et puis de pouvoir vérifier, comme je vous lis, ligne à ligne, stagiaire par stagiaire ou déclaration par déclaration. On passe peut-être à la slide suivante. Voilà, donc là, il s'agit de vous présenter le futur accès au passeport de prévention côté donc employeur avec des captures d'écran. Vous reconnaissez bien évidemment sur votre gauche l'accès Net Entreprise qui est vraiment l'accès privilégié peut-être pour certains d'entre vous du passeport de prévention. Il se fera donc avec l'affichage d'une pastille spécifique au passeport ou via donc le portail dédié avec un processus
processus de validation avec l'envoi d'un code de validation. Donc ça, c'est la partie plutôt à droite de cette slide. Mais ce qui est vraiment important à vous dire, c'est que cet accès, pour ceux qui le connaissent, ne se fait pas via EDEF. Donc là, c'est l'espace employeur de mon compte formation. Ça ne se passe pas par ce biais-là. On est bien via Net Entreprise ou le portail d'information dédié. Voilà, donc là pour terminer avec vous, on avait quelques petites choses à partager, notamment pour vous dire que avec la Direction Générale du Travail, on travaille à vous offrir un kit d'accompagnement pour une meilleure prise en main de ce nouvel outil. On a tout à fait conscience de ce changement, de ce bouleversement pour vous. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de mieux vous accompagner, de vous faciliter cette prise en main. Ce webinaire aujourd'hui, on est d'ailleurs bien l'exemple. On va organiser via vos têtes de réseau, qu'elles soient nationales ou territoriales, aussi un certain nombre de webinaires pour, au fur et à mesure aussi de la livraison de notre côté de l'espace employeur, commencer à vous montrer des choses. Là, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on n'a pas encore beaucoup de choses à vous montrer, mais c'est 16 mars. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du 16 mars, eh bien, on sera en capacité de vous montrer de plus en plus de choses. Et puis peut-être, à titre d'exemple, il nous a paru intéressant de vous montrer ce qu'on avait fait aussi pour les organismes de formation, parce que l'accès leur est déjà ouvert. Et donc, ils ont un site d'information qui est dédié, le simulateur dont vous a parlé Laure, un certain nombre de webinaires qui ont été enregistrés, sur lesquels ils peuvent tout à fait aller repiocher de l'information. Et voilà, et il y a eu un certain nombre de webinaires qui ont été organisés très techniques toutes les semaines pendant au moins 3 ou 4 mois à leur destination. Donc là, vraiment, l'idée pour nous, c'est de vous dire, on a fait des choses pour les organismes de formation, mais on en fera également, bien évidemment, pour vous qui seront adaptés. Pour peut-être les derniers instants, Tiffaine, peut-être que tu as des questions. Bonjour, aura-t-on accès facilement au passeport de prévention des intérimaires en mission chez nous? Oui, normalement, en tout cas, l'outil a été conçu de manière à ce que les intérimaires puissent aussi partager leur passeport de prévention avec les entreprises utilisatrices. Les catégories de formation que vous avez indiquées sont-elles officielles ou juste pour la présentation? Oui, tout à fait, c'est un outil structurant pour le projet, donc elles sont bien officielles et vous avez l'ensemble du détail si vous voulez revenir sur notre site d'information. J'ai indiqué le lien en réponse à la question. Et une question, mais il y a déjà eu des premiers éléments de réponse dans le chat. Quid des salariés sans NIR? Alors, en effet, je vois qu'il y a une réponse de monsieur Guibert. Normalement, tout salarié a un NIR. En effet, je vois qu'il y a des éléments sur les numéros d'attente. Donc, c'est bien en effet ces éléments-là qui permettent de déclarer les stagiaires formés dans l'attente d'avoir un numéro de sécurité sociale, on va dire, certifié par l'assurance maladie. Je ne vois pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. D'accord, très bien. Je te laisse le mot de la fin, peut-être, Laure? Oui, en tout cas, on vous remercie pour pour votre participation à ce webinaire. Vous aurez donc accès au support et à la fin du support, vous retrouverez aussi notre adresse de contact. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez réorganiser si vous avez des questions déjà. Et puis, si vous souhaitez aussi organiser un webinaire au sein de votre structure, on est à votre disposition. Et puis, comme l'indiquait Anne-Laure tout à l'heure, à partir du début de l'année prochaine, on réorganisera des webinaires. Donc, n'hésitez pas aussi à vous tenir informés sur notre site d'information. Merci à tous. Merci Laure, merci Tiffaine pour ce travail de modératrice qui n'était pas toujours évident. Merci à toi. Merci Laure. Et puis, comme vous le voyez affiché, voilà l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter. Très bonne fin de journée, bonne fin de salon à tous. Et peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.